Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Donc, dans mon exposé, je vais d'abord tenter de définir certains paramètres dans lesquels se construit une troisième vague féministe au Québec. Puis, par la suite, je vais présenter les fermières obsédées, ici appelées FO. Puis, je vais me pencher sur deux performances en particulier. D'abord, la tranchée tragique en 2006, qui est une performance rurale dans laquelle les FO déconstruisent le genre féminin pour faire advenir les rapports de pouvoir. Et ensuite Carnaval en 2008, que j'analyserai à travers une posture anticolonialiste. Donc, je vais terminer par la mise en lumière de pistes de réflexion quant à la production de nouvelles formes de discours et de savoir en raison des pratiques d'art féministe du troisième millénaire. Donc, d'un point de vue historique, il apparaît que notre civilisation occidentale a vécu deux grandes vagues féministes, l'une ayant permis aux femmes de sortir la tête de l'eau en termes de droits civils et juridiques, et l'autre de faire émerger la reconnaissance politique de l'univers privé des femmes. Donc, si pour plusieurs, l'élaboration d'une troisième vague féministe au Québec semble poser problème, c'est notamment que les tentatives de définir les courants féministes perpétuent une vision monolithique, prisonnière du principe de catégorisation qui est voué à la mise en place d'une position féministe dominante. Donc, l'image que nous renvoie le terme de vague doit au contraire correspondre au mouvement de va-et-vient fluide et interpénétrant qu'on lui connaît, plutôt qu'à une cassure, à un isolement, voire à un rejet global de ce qui nous a précédé théoriquement, puis dans la pratique. Dans l'ouvrage intitulé « Dans l'alcôve, tête-à-tête queer sur les défis de la troisième vague féministe », Véro Leduc observe que la troisième vague a permis l'émergence de nouvelles formes d'analyse, de nouvelles formes de lutte, puis l'intégration d'une diversité de réalités qui n'étaient pas soutenues, voire carrément exclues auparavant par le féminisme mainstream. Donc, selon elle, c'est notamment suite à des nombreuses mobilisations puis à des critiques de la part des divers groupes sociaux, tels que les personnes racisées, les queers, les handicapés, les immigrantes, trans, travailleuses du sexe, etc., qu'a émergé une volonté de réarticuler le féminisme pour qu'il soit plus inclusif et diversifié. Donc, cependant, il est important de comprendre que la troisième vague ne renvoie pas à la prise en compte de ces réalités, parce que certaines féministes y réfléchissent depuis déjà plusieurs décennies. Donc, la troisième vague réfère à un féminisme qui se veut non oppressif, qui prend en compte les critiques adressées aux féministes du passé et qui se construit à partir de la diversité et de l'imbrication des analyses. Donc, en aucun cas, ces analyses-là seraient considérées comme des exceptions. Parallèlement, dans le texte intitulé « Esquisse d'une épistémologie de la théorisation féministe en art » paru en 2007, Fabienne Dumont et Séverine Zofio soulignent qu'au cours des 30 dernières années, trois vagues théoriques se sont succédées pour analyser les productions artistiques spécifiquement féministes. Donc, il y a celle des années 70 qui cherchait à valoriser les expériences particulières des femmes. Celle des années 80 a plutôt travaillé à la déconstruction des présupposés théoriques et des images. Puis enfin, celle des années 90 qui se prolonge aujourd'hui dans le courant queer notamment, à entériner le multiculturalisme. Entérine l'idée de multiculturalisme, puis cherche à agir sur des points précis de cette identité multiple. Or, les auteurs reconnaissent la porosité des vagues, puis soulignent aussi l'importance de leur implication. Donc, il apparaît que la démarche des fermières obsédées s'inscrit dans ce même dynamisme, soit en continuité avec les femmes, artistes et féministes qui les ont précédées puis qui les ont inspirées à travers l'histoire. Donc, véritable guérilla québécoise, Annie Baillargeon et Eugénie Clich, tous deux issus des arts visuels de l'Université Concordia, ont fondé le collectif Les Fermières Obsédées en 2001. Comme pour nous préparer en toute ironie à 10 années de dégâts féministes subversifs et gluants, les FO ont subverti le nom et les codes féminins des cercles des fermières du Québec, premières organisations visant à briser l'isolement des femmes au Québec en 1903. Donc, malgré que les cercles de fermières n'ont pas joué un rôle déterminant dans le développement de la pensée féministe, notamment en raison de leur opposition au droit de suffrage des femmes, à la contraception et à l'avortement, les FO ne cherchent pas à démoniser leurs ancêtres. Donc, leur performance aux allures d'exorcisme s'inspire plutôt du grand rêve rassembleur des cercles de fermières, puis célèbre l'action collective par des mises en scène composées de troupes de danse puis de comédiennes professionnelles ou non. Donc, si ce n'est pas dans l'uniformisation militaire ou sportive des univers consacrés du mâle dominant, les fermières trouvent leur force dans la parodie des savoirs traditionnellement féminins. Par exemple, dans la performance Le Rodéo, le Goinfre et le Magistrat en 2006, les FO ont pétri une pâte avec les pieds pour ensuite en cuisiner des morceaux recrachés dans le Coca-Cola.
Reconnaissables par leur uniforme secrétarié et sale, perruques emmêlées, rouge à lèvres beurrées, jupes décousues et talons hauts friperies, les FO portent les traces de leur performance débridée. Leur costume parodiant le type féminin est marqué par les actes transgressifs qui ont souillé leur image, maintenant devenue complètement trash. Pour les fermières, cette image déconstruite entérine leur positionnement critique face à la culture de masse nord-américaine, face à une industrie du spectacle qui sculpte les femmes dans les stéréotypes genrés. Par leur performance humoristique, les FO sont-elles une armée en talons hauts, martelant le genre à l'image d'un certain féminisme, opposé à la croyance essentialiste de l'existence d'une nature commune à toutes les femmes. Afin de faire valoir de quelle manière les performances des fermières obsédées s'inscrivent dans la troisième vague féministe, puis de quelle manière elles participent à la reconstruction d'une histoire de l'art féministe, je vais d'abord me pencher sur la tranchée tragique. Donc, la paysanne est sans contredit un des caractères féminins les plus reproduits par les artistes à travers la grande histoire de l'art en raison de sa symbolique. Dans le livre Femmes, art et pouvoir, Linda Nochlin compare les célèbres glaneuses du peintre Millet, peinte en 1857, et les meurtres d'une eau-forte réalisée par l'artiste graveur et sculpteur Kate Kollwitz en 1903. Selon l'auteur, alors que Millet avait cherché à représenter les femmes au champ selon l'idéologie paysanne, donc c'est-à-dire des femmes pieuses, nourricières, appartenant au règne naturel, et ce, dans leur fonction reproductive comme dans la naturalisation de leur force de travail, Kollwitz avait au contraire voulu exprimer la colère paysanne, partie prenante des révoltes liées à la question des droits de l'âge. Inspirée d'Anna Lanoir, une des meneuses de la révolte paysanne allemande du XVIe siècle, Kollwitz appuyait les causes féministes et socialistes au point où, comme l'écrit Nochlin, elle voulait que le signal d'attaque vienne d'elle. Donc, selon Nochlin, pour la première fois peut-être, une artiste femme tentait de contrer les postulats de l'idéologie sur la différence des sexes et de crever la structure de domination symbolique en usant d'une perception consciente et politisée. Donc, non seulement la paysanne est omniprésente dans l'histoire de l'art euro-américaine, elle est aussi une des figures emblématiques d'une histoire québécoise, puisque, comme le souligne Ève Lamoureux, les œuvres du début du 20e siècle, commandées par l'État ou le clergé, étaient guidées par une idéologie nationaliste, conservatrice, visant la promotion d'un Canada français, catholique et rural. C'est donc en parodiant une certaine réalité des femmes rurales appuyées sur l'élevage des enfants, l'artisanat et sur le travail acharné et bien ordonné, que les FO expriment leur propre révolte face aux récurrences d'un genre féminin construit sur ce modèle et dont les répercussions dans le champ blanc sont si bien intégrées qu'elles demeurent invisibles sous l'analyse traditionnelle de la sphère artistique. Dans la tranchée tragique, les FO nous offrent une performance dans les jardins de Métis à Québec, un No Woman's Land dans lequel 3 épouvantails à leur effigie sont juchés sur le haut mât. 3 drapeaux blancs sont aussi érigés et volent dans le vent comme des draps sur la corde à linge. Durant cette performance, les FO fracassent le sol à grands coups de pelle, raflent un tas de feuilles rouges vifs pareilles à une traînée de sang, pour ensuite faire résonner les râteaux à la manière d'un spectacle de percussion expérimental. D'autres éléments qui réfèrent à la vie de campagne sont aussi présents. L'une d'elles va notamment s'éclabousser d'un liquide blanc pareil à du lait, suggérant l'éclatement de la mère nourricière, alors qu'une autre brûle à vif une grosse poupée de paille vêtue d'un costume comme le leur, symbole de l'aliénation. Ainsi, de manière tragico-ludique, les FO subvertissent les codes de la féminité en parodiant la paysanne, symbole par excellence de l'abnégation. L'usage de la violence, une thématique qui revient à travers toutes leurs performances, satisfait une sorte de malaise nécessaire, permettant aux fermières de critiquer l'essentialisme occidental. À ce propos, Marie-Hélène Boursier explique que la norme hétérosexuelle qui dicte ce qu'est une femme dicte aussi ce qu'est la violence, puisque la violence, définie comme le droit de limiter ou de prendre une vie, est exercée par les hommes, pour les hommes et contre les femmes. Donc, par définition, une femme n'est pas violente, et si elle est violente, ce n'est pas une femme. Les performances des fermières obsédées s'inscrivent dans la troisième vague féministe, notamment par l'affirmation que le genre est un concept construit. Selon la perspective butlérienne relevant du concept de performativité du genre, il apparaît que la thématique de la violence, performée de manière répétitive par les fermières, constitue le lieu même de la négation d'une entité femme hétéronormée. Ainsi, la violence exercée dans leur performance suggère que l'identité est un vaste continuum dans lequel il se trouve une infinité de caractères à travers lesquels il est possible de naviguer. Donc, j'amène donc ici l'hypothèse que c'est d'abord de cette manière que les FO participent à la reconstruction d'une histoire de l'art féministe
qui rompt drastiquement avec la définition même d'un art des femmes, homogénéisant et retranché de l'histoire de l'art global. Donc, je vais maintenant poursuivre ma réflexion à travers l'œuvre Carnaval, qui inspire la décolonisation de l'histoire de l'art. En rendant visible la capacité des corps à exprimer les représentations sociales et culturelles, les fermières obsédées suggèrent aux spectatrices que ces représentations sociales normées peuvent être appréhendées différemment et même s'incarner autrement dans la réalité. Selon Dumont et Sofio, la performance et les actions artistiques féministes se sont multipliées dans le contexte américain des années 70, notamment en regard des nombreuses protestations devant les musées nationaux pour dénoncer la discrimination des femmes artistes dans les années 60, mais également par la création d'un programme d'études féministes en art à l'Université de Californie en 1971. Aussi, c'était Laura Cottingham à ce sujet lorsqu'elle écrit qu'un grand nombre de caractéristiques majeures du mouvement artistique féministe, soit l'importance accordée au processus et à la performance, ses ambitions politiques, la crise de la séparation en genre populaire et élitiste, la volonté de travailler collectivement, la crise de l'histoire de l'art euro-américaine, l'exploration d'images à caractère explicitement sexuel et la valorisation de l'autobiographie, ont été influencés par les autres événements artistiques et politiques de la fin des années 60, tels que Fluxus, le Black Power, le conceptualisme, les différentes collaborations d'artistes contre la guerre du Vietnam, etc. Donc, d'un point de vue circonstanciel, bien que les fermières obsédées s'inscrivent dans le sillage des collectifs et artistes québécoises de la décennie 70, tels que le groupe Mauve, Lise Nantel, Marie Descaries et Francine Larrivée, il apparaît que leur travail se situe dans un contexte sociopolitique qui dépasse les enjeux féministes liés à l'émancipation des femmes dans un contexte national pour s'incarner dans des questions plus grandes telles que l'altermondialisme et les enjeux environnementaux. Ainsi, dans la performance Carnaval, les FO ont défilé sur l'avenue du Mont-Royal en décapotable blanche avec à leur suite une grosse masse brune, une sorte de caca-chocolat tiré par des enfants racisés. Suivant la procession, une fanfare militaire enrobait les pleurs des fermières qui avaient visiblement goûté au chocolat défondu, puis essuyé leurs mains sur les drapeaux blancs du cortège. Donc la procession éveillait une critique du militarisme, du colonialisme, de la violence du système capitaliste face à l'exploitation des ressources et des individus, la présence du racisme en tout lieu, voire même au sein du féminisme. Considérant que les exemples d'appropriation culturelle amérindienne, d'orientalisme et d'érotisation des personnes racisées abondent dans l'histoire de l'art occidental, il est impératif pour les artistes, les critiques artistiques et les théoriciennes de l'art féministe de critiquer l'objectivation des femmes et le genrisme, mais aussi de décoloniser le discours et par extension les savoirs artistico-féministes. En analysant les performances des fermières obsédées sous cet angle, en cas présent Carnaval, on se demande si le chocolat sur leur bouche, leurs mains et leurs uniformes peut suggérer une sorte de corps-territoire profondément blessé, portant les marques de la colonisation du Québec telle une carte ethnographique. Peut-être les FO pleurent-elles leur état de colonisateurs colonisés dans un Québec aujourd'hui multiethnique, marqué par l'hypocrisie des accommodements raisonnables et l'illusion d'une présumée égalité des sexes. À ce propos, Elsa Dorlin remarque que la culturalisation, voire la racialisation de l'égalité des sexes comme valeur de l'Europe ou de l'Occident, intervient dans un conflit civilisationnel qui stigmatise au nom de l'irrespect des droits des femmes les pays du continent des Sud ou d'Orient. Donc, ce faisant, elle ajoute que c'est en ces termes que les féministes des pays industrialisés ont imposé un modèle global de libération des femmes, ayant pour effet de les situer, elles, comme l'avant-garde éclairée du féminisme. C'est ainsi qu'elles se donnent le pouvoir de parler au nom des femmes des Sud ou d'Orient, assujetties à l'état de proto-féministes, puisque trop empêtrées dans le patriarcat pour pouvoir construire leur propre libération. En conclusion, il y a longtemps que le démantèlement de la catégorie essentialiste de la femme a eu lieu, et comme l'écrit Dorlin, le nous-femme a maintenant aussi largement rencontré ses limites. Pourtant, le paradoxe demeure et plusieurs théoriciennes continuent de relever la contradiction entre, d'une part, l'idée post-structuraliste des identités multiples et, d'autre part, la nécessité d'une identité de ralliement dans le but de porter des revendications politiques. Donc, sur cette question, Judith Butler rappelle que la philosophie politique du féminisme doit se résoudre à produire constamment une identité en devenir et, par conséquent, accepter le conflit entre les féminismes. Ainsi, le sujet du féminisme doit être dans un effort permanent de décentrement et adopter les points de vue minorisés au sein même de son mouvement. Il apparaît qu'il en va de même pour la catégorie d'artistes femmes,
dont l'éclatement doit permettre aux artistes femmes, aux artistes non blanches, aux artistes lesbiennes ou queer, aux artistes qui traitent de leur réalité stigmatisée, comme par exemple le VIH-Sida, d'insister pour que leurs œuvres soient représentées dans les musées et qu'elles soient aussi privilégiées par les collectionneurs. Donc, dans la performance Carnaval, plusieurs éléments nous portent à croire que les fermières usent de leur pouvoir d'agentivité pour libérer l'histoire de l'art d'un fardeau historique. D'abord, l'immense gâteau manqué cuisiné dans le papier mâché et tiré sur une sorte de socle chariot semble signifier une réappropriation du médium de la sculpture, la pratique artistique traditionnellement réservée aux hommes blancs occidentaux. Donc je me demande alors si cette procession carnavalesque, critique de l'européanité, peut représenter une mise au tombeau des restes du modernisme et de son génie artistique masculin. Se pourrait-il que l'on assiste à la transgression de ce génie singulier, métaphorisé en sculpture de merde, dont l'autoréférentialité serait, pour notre plus grand bonheur collectif, démantelée dans l'espace public? Merci.